lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon intervention, ce qui m'est venu d'abord à l'esprit, c'est la notion de choix comme éthique en psychothérapie, d'autant plus que c'est le titre du premier livre que j'ai écrit avec Lucas Barthes en 1996. Donc c'est quelque chose qui m'est revenu assez spontanément. Puis en continuant à réfléchir, il m'a semblé qu'un lien devait être fait avec la santé mentale et avec les facteurs qui permettent de la maintenir, que ce soit pour un individu d'ailleurs ou pour un groupe, une famille. Enfin. La santé mentale, alors du coup, j'ai décidé de faire ma présentation de la façon suivante. Je vais d'abord donner quelques éléments sur la santé mentale et des éléments de psychologie positive, et ensuite je referai le lien avec les approches centrées solutions et le modèle de Bruges. Okay. Donc, la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. La question, c'est quels sont les facteurs qui permettent de maintenir cette santé mentale. Alors, il se trouve qu'au cours de ces dernières années, je me suis intéressée à la psychologie positive. Alors, je pense qu'il y a souvent des malentendus en ce qui concerne la psychologie positive. Il ne faut pas la confondre avec ce qui serait du registre de la pensée positive. Alors, les racines de la psychologie positive sont anciennes, mais elle a été reconnue et créée officiellement comme une branche de psychologie en 1998 lors du congrès annuel de l'Association américaine de psychologie. Et c'est Martin Seligman qui donc était président à l'époque. Alors, la psychologie positive s'intéresse à la santé et au bien-être, à ce qui rend les humains résilients, heureux, optimistes, plutôt qu'aux sources des psychopathologies. Donc, c'est un regard qui est extrêmement différent sur le fonctionnement de l'être humain par rapport à ce qu'on peut trouver donc en psychiatrie ou en psychologie plus classique. Elle est peut-être définie comme l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conditions? Les conditions, c'est l'environnement familial, le voisinage, les relations amicales, le lieu d'habitation, les conditions de vie, le milieu scolaire, le contexte historique, les variables biologiques, les traits de personnalité, le vécu des expériences positives, tout cela menant à un degré de bien-être satisfaisant. Ça, c'est ce qui concerne les conditions. Ce qu'on entend par processus, ce sont les moyens mis en œuvre pour tirer bénéfice des situations dans lesquelles on se trouve, afin de développer des compétences permettant d'évoluer progressivement vers un mieux-être ou de maintenir un degré de bien-être déjà présent. Dans les processus, on peut citer par exemple le fait d'établir des relations, de communiquer ses émotions, de développer son attention sur le moment présent, de faire appel à sa créativité pour développer des solutions, et il y a plein d'autres éléments. Ce qu'on entend par épanouissement, c'est une dynamique de développement de ses potentialités par la personne qui les utilise au quotidien, à travers des actions chargées de sens pour elle-même et qui favorisent aussi l'ouverture à de nouvelles possibilités de progrès. Le terme épanouissement est opposé bien sûr au sentiment d'enfermement ou de routine. Enfin, le fonctionnement optimal, qui est présent aussi dans cette définition. Alors, le fonctionnement optimal n'est pas le fonctionnement maximal, il correspond à ce qu'un individu peut réaliser lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Et il ne s'agit pas d'être toujours au top, comme notre société l'exige souvent. La psychologie positive étudie donc les caractéristiques qui permettent à une personne de vivre durablement en bonne santé physique et mentale, d'effectuer des activités qui favorisent l'épanouissement et de parvenir à surmonter les difficultés rencontrées en s'appuyant sur ses ressources et sur celles qui sont présentes dans leur environnement. Elle ne cherche pas à stimuler la quête du mieux-être ou du bonheur. Alors, parmi les éléments qu'a développé la psychologie positive, alors je vais essayer de la diapositive suivante, il y a notamment la théorie de l'autodétermination. Dans la théorie de la diapositive suivante. Je n'ai pas mis la diapositive suivante, d'accord. Voilà. Parmi les développements de psychologie positive, donc, on trouve la théorie de l'autodétermination qui définit les trois besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain. Les déterminants du bien-être,
et les différents types de motivation possibles. Alors, quels sont les besoins psychologiques fondamentaux et universels de l'être humain? On en trouve 3. D'abord, un besoin d'autonomie, se sentir libre de faire ses choix. Et là, vous voyez que je me retrouve avec le thème de cet atelier, enfin de ma présentation, de se percevoir comme étant la force à l'origine de ses actions. Il est important de distinguer l'autonomie de l'indépendance. On fait souvent une confusion avec ces 2 termes. L'autonomie, c'est de la possibilité de choisir par soi-même et de se percevoir comme étant à l'origine de ses actions. Ça vient du grec auto, par soi-même, et nomos, règle. Le contraire de l'autonomie, c'est l'hétéronomie, c'est-à-dire lorsque quand d'autres personnes nous imposent leurs règles. Donc, l'autonomie, c'est se gouverner soi-même, se réguler soi-même, se fixer ses propres règles et ses objectifs. C'est une posture à partir de laquelle on peut très bien s'appuyer sur les autres. Être autonome peut être accepté d'être dépendant de quelqu'un d'autre ou d'autre chose. Alors que l'indépendance, c'est un mouvement qui amène à tenir les autres à distance, à ne compter que sur soi-même, avec souvent un aspect assez défensif. Donc, premier besoin, le besoin d'autonomie. Ensuite, il y a le besoin de compétence. Le besoin de compétence, c'est d'être efficace, de pouvoir gérer efficacement son environnement, de relever des défis, d'exprimer, de développer ses capacités. Et le dernier besoin, c'est le besoin de lien social, le fait d'appartenir à un groupe, d'avoir des relations satisfaisantes, de recevoir et d'exprimer de la considération et de l'attention. Donc ces 3 besoins, autonomie, compétence et lien social, sont les nutriments fondamentaux pour entretenir un fonctionnement psychologique optimal. Ils sont universels, existent dans toutes les cultures, selon les études qui ont été réalisées. La satisfaction de ces 3 besoins amène l'individu à faire des choses pour lui-même et donc développe une motivation autonome et avoir un degré de bien-être et de vitalité élevé. Si on en vient maintenant à la notion de motivation, il existe plusieurs formes de motivation. En général, ce qu'a montré la psychologie positive, c'est que c'est plus la forme que l'intensité de la motivation que l'on peut relier aux résultats obtenus. Alors, on distingue aux 2 extrêmes, grossièrement, une motivation autonome. L'individu a le sentiment d'avoir le choix, son comportement est sous son contrôle personnel, et une motivation contrôlée, le comportement est sous le contrôle de pression et de contraintes extérieures. Alors, dans la motivation autonome, on peut retrouver plusieurs types de motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, qui est l'individu qui fait une activité car elle est agréable en elle-même. La motivation intégrée, l'individu s'engage dans une activité parce qu'elle est en adéquation avec ses valeurs et son identité, même si elle ne lui fait pas vraiment plaisir. La motivation introjectée, l'individu s'engage en fait par culpabilité, honte ou approbation sociale. Ensuite, dans les autres types de motivation, il y a la motivation externe, qui est l'individu qui s'engage pour obtenir ou éviter des résultats externes, que ce soit notamment une récompense ou une punition. Et enfin, il y a la motivation, qui est l'absence totale de motivation ou d'intérêt. Alors, ce qui est amusant, quand on regarde les recherches qui ont été faites, c'est que lorsqu'on donne une récompense à quelqu'un pour une activité qui est source de plaisir en soi, donc, à ce moment-là, sa motivation pour faire cette activité diminue. On constate également que tous les comportements de pression, comme les menaces, les punitions, les échéances et la surveillance, ont tendance à diminuer la motivation intrinsèque. À l'inverse, la possibilité de faire des choix augmente la motivation intrinsèque. Alors, à partir de cette réflexion sur la motivation, qui peut nous faire réfléchir aussi sur l'éducation, par exemple, ou sur la façon d'intervenir dans les services de soins, je dis ça au hasard, on a réfléchi, au niveau de la psychologie positive, ils ont identifié 2 types de communication. Alors, c'est la diapositive suivante. Non, je ne vais pas y arriver comme ça. Voilà. Donc, la communication contrôlante, l'objectif est de mettre une pression à la personne pour l'orienter,
Par exemple, on va dire à quelqu'un, si vous ne faites pas ça, ben, ça n'ira pas du tout. Si vous ne prenez pas votre traitement, ben, vous allez retomber malade, etc. Et on distingue aussi la communication informative, où l'objectif est d'apporter une information à la personne. Et à ce moment-là, le ton en général et la façon de construire la relation respectent l'autonomie de la personne. Alors, on pourrait dire qu'il existe de nombreuses contraintes dans la vie, mais il est possible aussi de se sentir autonome en présence de contraintes externes, lorsqu'on les accepte et lorsqu'on les internalise, qu'on internalise surtout les raisons sur l'idée d'accepter ces contraintes. Alors, un exemple qui est donné en psychologie positive, c'est par exemple vis-à-vis des impôts. C'est vrai qu'on n'aime pas trop payer les impôts en général. Certaines personnes le font pour éviter des sanctions, et d'autres d'ailleurs ne le font pas. Et d'autres le font parce qu'elles ont internalisé les raisons sous-jacentes, à savoir les impôts, ça sert pour le bien commun, pour avoir accès à l'éducation, à la santé, etc. Et à ce moment-là, on a dans le registre une motivation intégrée ou identifiée. Donc, soutenir le besoin d'autonomie, de compétence et d'appartenance permet d'avoir une base sécurisante pour intégrer les contraintes de son environnement et de se les approprier. Donc, plus les besoins fondamentaux sont respectés, plus les personnes pourront être à l'aise dans l'environnement et accepter les contraintes qui collent avec eux. Ce qui est aussi important, ce sont les encouragements de la part de personnes significatives, parents, enseignants, thérapeutiques, managers, qui peuvent donner le sentiment à la personne qu'elle compte, donc un sentiment d'appartenance, qu'elle est autonome, lorsqu'elle est encouragée à explorer par elle-même et à faire des choix. Ça respecte à ce moment-là son besoin d'autonomie. Et lorsque son entourage aussi lui renvoie ce qu'elle est capable, donc ça renvoie à ce moment-là le sentiment de compétence. Voici donc les quelques éléments que je voulais partager avec vous sur la psychologie positive. Et je vais maintenant parler plus de la thérapie centrée solution et du modèle de Bruges, en revenant donc sur la notion de choix en psychothérapie. Alors, c'est des éléments peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà entendu présenter. Donc, comme je vous l'ai dit, au cours de ces dernières années, je me suis intéressée à la psychologie positive et aux liens qu'on pouvait faire entre la psychologie positive et la thérapie centrée solution. Et c'est la théorie de l'autodétermination dont je vous ai parlé qui nous permet de faire des ponts. Il y a tout d'abord la notion de choix. Avec Lucas Barth, nous avons beaucoup travaillé sur la notion de choix, de par l'expérience clinique que nous avions. Lucas Barth a beaucoup travaillé avec des alcooliques et a toujours pensé que les alcooliques à qui on proposait d'être abstinents ou d'être de mauvais patients, que ce n'était pas un vrai choix. Et donc, c'est un des premiers qui a pu proposer, en tout cas en Belgique, le contrôle de la consommation. Donc, du coup, ces patients disposaient de plus de choix. Et il a eu des résultats extrêmement positifs, alors que les processus proposés étaient exactement les mêmes. Donc, on a réfléchi à ce que représentait cette notion de choix et on a réfléchi à partir de la notion suivante. Il existe deux interfaces entre l'individu et la réalité. Il y a d'une part ce que l'individu perçoit de la réalité, et il y a d'autre part ce que l'individu va agir dans la réalité. On sait bien qu'on ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est, on la perçoit par rapport à nos organes des sens, donc on n'a qu'une lecture ou qu'une carte de la réalité, comme le dirait Korzybski. Et on sait bien que, par exemple, quelqu'un qui est daltonien ne percevra pas la réalité comme quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, on ne perçoit pas la réalité comme elle est, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on perçoit la réalité, ce qu'on fait immédiatement, c'est de donner un sens à la réalité, ce que Korzybski appelait la réaction sémantique primaire. Plusieurs facteurs entrent en jeu à ce moment-là simultanément. Il y a notre humeur du jour, le contexte dans lequel on se trouve, notre histoire, ce que la situation nous rappelle. Et donc tout ça fait qu'on va donner un sens à la réalité à laquelle on est confronté. Lorsque les personnes viennent consulter, nous avons fait l'hypothèse que la personne a une lecture de la réalité qui lui fait problème, qui ne lui permet pas d'avancer. Et donc, du coup, notre travail en tant que thérapeute est de lui permettre d'avoir une autre vision de cette réalité, une autre lecture, voire d'avoir plusieurs autres visions, ce qui lui permet de choisir celle qui lui semble la plus adaptée pour avancer.
On appelle ce travail un travail d'eusémie qui se fait au cours de la conversation avec le patient. Et ça se fait grâce au questionnement, grâce aux reformulations. Et c'est comme ça que la personne peut arriver progressivement à une autre lecture et avoir une carte plus utile. Nous posons, dans le modèle de Bruges, nous posons énormément de questions sur les choix de la personne. Par exemple, sur la façon dont la personne a fait le choix de venir en thérapie. Ce travail sur le choix au niveau de la perception et du sens qu'on donne permet de répondre aux besoins d'autonomie et des compétences. On va également poser des questions sur les relations. On va demander qui est-ce qui vous soutient dans cette démarche, qui est-ce qui vous, éventuellement la personne nous dit c'est un tel qui me l'a suggéré. Et donc ça va permettre de renforcer les liens avec les personnes, en tout cas de les valoriser. Et donc à ce moment-là, on répond plus aux besoins de lien social en le renforçant. Et donc ça permet, quand on insiste sur les relations avec par exemple la famille ou les amis qui ont conseillé de venir en thérapie, ça permet au thérapeute de souligner la force de ces liens amicaux, la compétence de la personne également à se créer ces liens et à les maintenir. Donc il y a à la fois le besoin de lien social, mais aussi le besoin de compétences. Un autre exemple, bien souvent les patients nous disent qu'ils n'ont pas le choix, ou quand on explore la situation dans laquelle ils sont, nous constatons qu'ils ont souvent fait le moins mauvais choix, même si ce choix n'est pas complètement satisfaisant. Donc ce travail au niveau du sens, quand on dit aux personnes c'est peut-être le moins mauvais choix que vous aviez à disposition, ça leur montre que finalement ils sont compétents et ils ont une capacité d'autodétermination qui est là encore efficace. Le travail de Sémi, donc pour nous, contribue à partir, si on se réfère donc à la théorie de l'autodétermination, contribue donc à la bonne santé mentale, entre guillemets, augmente la réponse aux besoins d'autonomie, de compétences et de lien social. Ça augmente aussi du coup la motivation et la vitalité du patient. Alors au niveau de l'autre interface entre l'individu et la réalité, il y a ce que l'individu donc renvoie dans la réalité, c'est donc le niveau de l'action. Avant d'agir, la dernière chose que nous faisons, c'est de prendre une décision sur ce que nous allons faire. Les patients, souvent, nous disent qu'ils n'ont pas d'autre choix, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont le sentiment d'avoir perdu la direction de leur vie. Le travail du thérapeute est donc de faire en sorte que le patient retrouve des choix, de créer un contexte de choix et donc retrouve une autonomie, un sentiment de compétence. Et le premier lieu pour nous dans lequel le patient doit pouvoir retrouver des choix et une liberté, c'est le contexte de la thérapie. Maintenant, en thérapie centrée solution ou dans le modèle de Bruges, on parle de thérapie dirigée par le client. Et par exemple, lors de la première séance, on va discuter de qui vient en thérapie, on va discuter du rythme des séances, et c'est le patient qui va décider, par exemple, le rythme des séances avec bien sûr la contrainte de mon agenda. C'est aussi le patient qui amène les contenus pertinents pour les séances. Si à un moment donné, le patient souhaite changer de setting, on va l'interroger sur ce qui fait ce changement d'avis, etc. Sur ses motivations pour changer, on va l'accepter d'une certaine manière et travailler avec lui sur ce qu'il en attend. Donc, au niveau de l'action, on pourra éventuellement y revenir après, il est important aussi pour nous de créer ce contexte de choix dans lequel le patient va pouvoir à nouveau avoir la direction, y compris dans le domaine de la thérapie. Alors, il y a une exception au niveau de l'action, c'est-à-dire que normalement, ce qu'on fait avant d'agir, c'est de décider d'agir. Et il y a une exception qui concerne les habitudes. Notre vie, quand on regarde, elle est faite de plein de petites habitudes. Et on fait des choses sans y penser. Et le plus souvent, la majorité des habitudes nous conviennent. Une habitude, c'est fait de plusieurs choses. C'est fait du contexte dans lequel elle se produit. Une habitude se produit toujours dans un contexte donné. Si par exemple un fumeur a l'habitude de prendre son café toujours avec une cigarette, chaque fois qu'il va être dans la position de boire son café, il va avoir envie de la cigarette. Et il y a trois éléments à prendre en compte. Il y a d'une part ce qu'on appelle le logos. Le logos, donc, c'est le discours intérieur de la personne. Et notamment donc, ce qu'elle se dit par rapport à cette habitude. Alors, si on revient aux fumeurs, c'est j'arrêterai de fumer, on est vendredi, j'arrêterai de fumer lundi.
Donc, elle est en train de se donner l'autorisation de continuer à fumer pendant 2 jours. Il y a également ce qu'on appelle le pathos, c'est-à-dire ce que la personne ressent pendant ce qu'elle vit son habitude. Et il y a l'éthos. Alors l'éthos, ça comprend 2 choses. Ça comprend d'une part les valeurs et d'autre part le comportement. Éthologie, donc la science du comportement, c'est ethos qui s'écrit avec epsilon en grec. Éthique, correspond aux valeurs, l'étymologie, c'est ethos avec état en grec. Donc, ce dernier angle là, du triangle, l'éthos, donc, correspond à la fois aux valeurs et au comportement. Et l'hypothèse que nous faisons par rapport aux habitudes qui deviennent mauvaises et qui deviennent source de souffrance, c'est que le comportement ne correspond plus aux valeurs et qu'il va falloir que la personne puisse créer une nouvelle habitude. Alors, pourquoi je dis créer une nouvelle habitude? C'est parce qu'il y a des circuits neurophysiologiques qui se créent quand une habitude se crée et que donc on ne peut pas faire disparaître une habitude, on peut en créer une nouvelle. Et le travail qu'on peut faire à ce moment-là avec les patients, c'est de créer des contextes où ils vont pouvoir avoir des choix. C'est-à-dire qu'on va éventuellement leur faire des suggestions, des prescriptions de tâches qui vont permettre que plutôt que de se laisser aller dans leurs mauvaises habitudes, ils puissent se dire est-ce que je veux vraiment y aller ou pas. Donc là aussi, on va créer un contexte de choix qui va permettre aux personnes de ne pas se laisser aller à leurs mauvaises habitudes. Alors, créer un contexte de choix, ça suppose aussi pour moi de construire la relation thérapeutique différemment. Et le type de communication également que nous utilisons. Typiquement, surtout dans le domaine médical, lorsqu'un patient vient nous voir et nous demande de l'aide, il est en position basse par rapport à nous. Et donc, le modèle médical qui nous a appris à traiter les choses en repérant les signes, en faisant un diagnostic et en prescrivant un traitement, nous amène à garder cette position haute. Cela n'ouvre pas un contexte de choix et cela laisse simplement au patient 2 possibilités. C'est d'être un bon patient qui suit les consignes ou un mauvais patient qui vraiment est très réfractaire et qui peut être très agaçant. On est là dans une communication plutôt contrôlante par rapport à la référence à la psychologie positive. Avec donc Luc Isbart, nous proposons de mettre en place ce que nous appelons une circularité de mandat. Le patient demande de l'aide au thérapeute qui, à son tour, va demander de l'aide au patient pour pouvoir l'aider. Nous considérons que la thérapie est une co-construction qui allie l'expertise du thérapeute, qui est expert en thérapie en général, et l'expertise du patient pour lui-même. Pour créer cette circularité de mandat et pour créer aussi ce contexte de choix, le thérapeute doit garder ce qu'on appelle une capacité à ne pas savoir, en l'occurrence à ne pas savoir ce qui va être spécifiquement bon pour la personne. Voilà donc ce que je voulais vous présenter sur les liens entre choix comme éthique en psychothérapie.